Qu'est-ce qui fait qu'accoucher pour une femme en République démocratique du Congo le rapproche plus de la mort que de la vie? Comment expliquer par exemple qu'il n'y ait qu'un seul gynécologue pour tout le Congo central? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Dr Marlise Lulendo, Dr Noela Ngayala et Dr Dédé Kinkela, membres de l'Association des femmes médecins du Congo. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Ce vendredi 10 octobre, le monde a célébré la Journée internationale des droits de l'homme, une journée qui coïncide depuis plusieurs années à la clôture des 16 jours d'activisme, un concept mis en place pour notamment sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de lutter contre les violences basées sur les genres. Parmi ces violences, vous le savez, il y a notamment les violences sexuelles, les violences conjugales, pour ne citer que ceux de là. Mais depuis un certain temps, des activistes, surtout en Afrique subsaharienne, ajoutent parmi ces autres formes de violences, les violences basées sur la santé reproductive. Une femme ne peut pas perdre la vie en donnant la vie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'accoucher, qu'est-ce qui fait qu'une femme puisse accoucher, pour qu'elle puisse accoucher en RDC, elle se rapproche beaucoup plus de la mort que de la vie? Comment aider les femmes à accoucher dans la sérénité? Bienvenue dans votre débat du week-end, le débat au féminin, qui va parler d'un projet axé sur la santé reproductive et mené dans 2 villes de la RDC, le Congo central, avec l'appui d'Ossissa. Pour ce faire, nous recevons 3 dames, 3 médecins qui ont mené une enquête allant dans ce sens. J'ai le plaisir de retrouver, de saluer Dr Marlise Lulendo. Merci, bonjour. Vous êtes présidente de l'Association des femmes médecins œuvrant au Congo central. Et nous sommes également avec Dr Noela Ngayala. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes chargée de relations publiques au sein de la FEMECO, donc la même structure. Bien sûr. Voilà. Et la troisième personne qui sera avec nous, c'est Dr Dédé Kinkela, chef de staff médical à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda Matadi, mais également membre de la FEMECO. Mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que dans cette émission, on est plus habitué à parler avec des femmes sur la politique, sur l'économie, mais aujourd'hui, on tient vraiment à parler de cette situation qui touche la femme de la ville, de la cité, du village, en fait, la femme congolaise de partout. Alors, commencez par nous. Je suis avec vous, docteur Marlise. C'est quoi la FEMECO? Merci beaucoup pour la parole. La FEMOCO, c'est une abréviation, bien sûr, une association des femmes médecins œuvrant au Congo, la section Congo centrale. Cette structure, elle est nationale. Elle a été créée à Kinshasa en 1981-82. Et au Congo central, elle a été créée en 2007. Et sa sortie officielle était au mois de mars 2008. Et cette structure se développe plus dans le domaine de santé communautaire. Comme toutes les ASBEL, vous connaissez, nous avons plusieurs objectifs, je m'excuse. Pour vous épargner des détails, nous luttons, nous sensibilisons et nous luttons contre les violences sexuelles, les infections sexuellement transmissibles, les VIH-Sida, certaines pandémies, endémies, épidémies, et aussi nous luttons contre la mortalité maternelle infanto-juvénile. Voilà. Docteur Dédé Kinkela, pourquoi avoir mis en place cette structure, en fait, ou cette partie de cette structure? Quelles sont les motivations? C'est-à-dire lutter, oui, mais qu'est-ce qui vous a plus motivé à avoir une telle structure? Oui, étant femme intellectuelle, nous avons pensé par rapport aux problèmes de terrain, aux problèmes liés à la santé de la population, surtout la population désœuvrée, la population pauvre, qui n'a pas accès aux soins de santé primaires. Nous nous sommes dit, étant femmes médecins, nous pouvons apporter un tout petit peu de soins à cette population-là. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas aller en divagation ou en solo. Réunissons-nous et créons une association où nous allons penser aux problèmes qui
qui prévalent dans notre société, en particulier dans notre province, et aussi que nous puissions créer un cadre de concertation pour nous, femmes médecins, où nous pouvons réfléchir, pour des problèmes qui nous concernent aussi. Docteur Noéla Ngayala, on se dit, est-ce que la problématique de la femme n'est pas bien prise en charge ou prise en compte par les hommes pour qu'il y ait une telle association de femmes? Est-ce que vous pensez que les hommes médecins ne font pas assez par rapport à la prise en compte de toutes les maladies liées à la femme? Non, nous ne pensons pas cela. Les hommes médecins font aussi quelque chose par rapport à la problématique concernant la femme. Mais nous, si nous sommes réunis, c'est pour renforcer, c'est parce que d'abord nous sommes femmes et puis nous sommes médecins. Donc nous connaissons plus la femme qu'un médecin homme. Donc c'est pourquoi on s'est dit, étant que femme, approchons le femme, étant que médecin, approchons le femme comme patiente. Approcher les femmes comme patientes. Je disais au début de cette émission que vous avez mené une enquête. On va parler de cette enquête et des résultats, mais commencez par nous dire au fait, c'est quoi, en quoi consistait, et là je reviens à la présidente, docteur Marlise Lulendo, en quoi a consisté l'enquête que vous avez menée, je crois, dans les 2 villes du Congo central, la ville de Boma et la ville de Matadi, si je ne me trompe pas. Comme vient de le dire mes consoeurs, on a d'abord dit que nous sommes femmes. En dehors d'être femmes, on est médecin. On a eu les soucis de travailler sur la lutte contre les décès maternels pour élever un peu certains défis. La santé reproductive, elle est tellement vaste. Alors, il faut vraiment prêter attention. Il faut vraiment y penser parce que nous risquons de retrouver de mettre de surplace. On risque même d'aller trop loin au lieu de penser, de se focaliser par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous avons pensé à travailler sur la lutte contre les décès maternels parce que nous sommes dit la femme, c'est une base. La femme, c'est un fondement. La femme, c'est une fondation. Nous sommes dit, nous travaillons, nous consultons gratuitement, nous sensibilisons les femmes sur les consultations prénatales, sur l'importance de la CPN et aussi sur les signes de danger de la grossesse. Voilà un peu ce que je peux dire. Docteur Dédé Kinkela, on parle de consultation. Et qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain au bout de ces 2 enquêtes? Qu'est-ce qu'il faut relever au fait? Nous avons travaillé ces dernières années sur la lutte contre le décès maternel, c'est-à-dire que, comme vous avez dit à l'introduction, les objectifs des développements durables dans son chapitre sur la santé stipulent qu'aucune femme ne devait mourir en donnant la vie. Or, l'Afrique, c'est un continent où l'on trouve un grand nombre de décès maternels. Donc, c'est-à-dire c'est plus en Afrique qu'on trouve des femmes qui décèdent de suite des complications de la grossesse ou de l'accouchement. Et la RDC, notre pays, est 5e de ces pays qui supportent ces lourds de fardeaux. 5e en Afrique ou dans 5e le monde? en Afrique, Okay. qui supportent ces lourds fardeaux de décès maternels. Donc, on trouve un grand nombre de femmes qui décèdent en allant accoucher. Oui. Pendant la grossesse ou pendant l'accouchement ou après l'accouchement. On dit 42 jours après l'accouchement. Donc, soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent l'accouchement. C'est ça qu'on appelle décès maternel. Alors, et le Congo central n'est pas épargné par ces fléaux. Car un décès maternel, c'est un fléau, c'est un drame. Et nous avons constaté que notre province était 3e les 26 provinces où on trouve un taux élevé de décès maternels. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas nous taire, nous devons relever ces défis, voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme expertise, comme soutien pour réduire tant soit peu ces drames
dans notre province. Et qu'est-ce que vous avez constaté à la fin? Vous avez mené des enquêtes. Les femmes que vous avez consultées, on va revenir à Madame Noëlla, Docteur Noëlla tout à l'heure. Je reste avec vous, Madame Dédé Kinkela. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ces femmes vous ont dit quoi? L'enquête, elle dit qu'on soit... Qu'est-ce qui provoque ces morts-là? Ok. Les causes sont notoires, sont universelles. C'est-à-dire que ce sont les mêmes causes partout. C'est-à-dire que nous avons des causes directes et des causes indirectes. Dans les causes directes, nous avons les hémorragies. Les femmes décèdent plus par suite de l'hémorragie. Les hémorragies constituent la première cause de décès maternel. Nous avons les hémorragies, les infections, les avortements, les dystocies, c'est-à-dire les complications pendant les accouchements difficiles, ce que nous appelons des dystocies. Alors, dans les causes indirectes, nous avons les maladies, une maladie qu'une femme portait déjà pendant, soit avant la grossesse, c'est-à-dire une cardiopathie, le VIH-Sida et le paludisme, tout ça pendant la grossesse. Et tout ça, ce sont des causes indirectes. Mais nous avons aussi plusieurs facteurs qui sous-tendent les décès maternels. C'est ce que nous appelons les 4 rétros et les 3 retards. Les 4 rétros, c'est-à-dire les grossesses trop nombreuses, les grossesses trop précoces, trop rapprochées ou trop tardives. Et dans le retard dans la perception du danger, c'est-à-dire qu'une femme enceinte ne se rend pas compte que les signes qu'elle présente, c'est un danger au fait pour sa grossesse ou pour elle-même ou pour son bébé. C'est-à-dire le gonflement de membres, fièvre et tout ça. Il dit que non, mon mari n'est pas là, j'attends que mon mari arrive et tout ça. Donc, retard, soit pour arriver à la structure. On peut se rendre compte du problème. Une femme saigne, il faut la référer dans une structure où le plateau technique est un peu plus élevé, mais les embouteillages, le retard pour arriver dans la structure de soins. Et le troisième retard, c'est le retard dans la décision, c'est-à-dire que la femme est arrivée, mais pour que la personne qui doit prendre en charge se rende compte que non, il faut agir plus tôt. C'est une urgence. Non, il y a une léthargie, et on cherche les matériels, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de kit opératoire, il faut qu'elle paye d'abord. Et tout ça, ce sont des facteurs qui amplifient les décès maternels. Et chez nous, au Congo central, à tout cela, il faut encore ajouter les croyances religieuses, les croyances des religions réfractaires. Là, c'est un peu partout à travers le pays. On va vraiment insister sur ça. Je donne la parole parce que les croyances, là, c'est pas l'apanage du seul Congo central. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans plusieurs de nos villages, nos provinces. Et beaucoup de ça veut vraiment accentuer les problèmes. Vraiment. Quand on faisait le briefing, Madame Docteur Noëlla Ngayala, on a dit qu'il y avait une spécificité au niveau de l'enquête que vous avez menée, c'est-à-dire on a vu qu'il y avait quand même, je crois, le cancer que vous êtes arrivé à déceler. Parlez-nous un peu de cet aspect-là de la chose. Comme vous venez de dire, en dehors de consultations prénatales, on a dû à faire des enquêtes sur le cancer du sein et du col de l'utérus. On a remarqué qu'il y avait un taux d'incidence élevé aux pays développés. Mais chez nous, ici, il y avait un taux de létalité très élevé. C'était d'environ 52%. Et après, l'hôpital Moncolé a fait une étude. Il était sur terrain, l'hôpital était sur terrain. Ils ont fait une étude, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de dames qui étaient transférées à Kinshasa pour une prise en charge de cancer du sein et du col de l'utérus. Et par là, on s'est dit, c'est plus les femmes du Congo central qui venaient à Kinshasa pour se faire soigner, compte tenu de la promiscuité des deux provinces. Et là, nous étions réveillés et nous avons commencé à faire des enquêtes et à sensibiliser les dames sur la notion de cancer de sein et du col de l'utérus. Il faut dire que quand vous êtes atteint du cancer, automatiquement, vous faites partie de ces femmes ces femmes à risque pendant la grossesse. Ça, c'est l'un des pathologies. Bien sûr. Et comment ça se fait quand la dame est enceinte et qu'elle a en plus le cancer? Quand la dame est enceinte et elle a en plus le cancer, ça dépend des stades.
si le cancer est à un stade très avancé, on va interrompre la grossesse automatiquement. Et sinon, on pourra prendre en charge, si au stade 1, on pourra prendre en charge, mais avec beaucoup de risques pour l'accouchement. Donc là, on est dans un côté, c'est-à-dire il y a le dépistage de cancer, donc d'un côté, et puis de l'autre côté, la nécessité de faire le CPN à chaque... Est-ce que, Madame Docteur Marie Lulendo, on se dit, est-ce que la consultation prénatale permet aussi à ce qu'on puisse déceler les maladies, ou comment ça se passe? Ou quand vous arrivez là-bas, c'est juste pour voir l'enfant, est-ce qu'il y a moyen par la consultation prénatale de déceler d'autres maladies et de prévenir un peu ces dames-là? Merci beaucoup. Bien sûr, madame journaliste, c'est une consultation comme toutes les autres. Quand une femme arrive, vous prélevez la tension, vous avez toutes les techniques possibles pour aider à cette femme-là de comprendre. Vous savez quoi? Quand vous venez en consultation, il y a certaines personnes qui se disent "Nake kilo bata la kaka moana". Alors que pendant les consultations prénatales, nous avons le temps de déceler certaines pathologies que par moment la femme ignore aussi. Cette femme-là peut faire une hypertension par exemple. Il s'est dit bon, moi je n'ai pas de signes, je remarque rien, je n'ai rien. Et puis partant de ça, nous pouvons déjà déceler quelques signes alarmants de la grossesse. Par exemple, une femme qui vient en consultation prénatale, il s'est dit docteur, depuis un certain temps, j'ai des céphalées, j'ai des maux de tête. Il te dit docteur, depuis un certain temps, je ne sens plus les mouvements de mon enfant. Docteur, tel que tu me vois ici, je suis en train de saigner. C'est dans la consultation prénatale qu'on décèle tout ça. Il te dit, docteur, depuis que je suis là, je fais des fièvres. Depuis un certain temps, je fais des fièvres. Alors qu'une femme enceinte ne peut pas faire des fièvres. S'il y a des fièvres, il faut aller directement à l'hôpital. Une femme enceinte ne peut pas avoir ce jambes gonflées, comme on dit, nous l'appelons en termes médicaux, œdème. Une femme doit toujours sentir son enfant bouger. Si vous remarquez qu'il y a un silence du mouvement, il faut directement aller à l'hôpital. C'est pendant la CPN qu'on aura à découvrir tout ça. Il y a aussi certaines maladies, certaines femmes qui sont hypertendues en dehors même de la grossesse. Mais il vient chez vous, il te dit, docteur, depuis que j'ai commencé cette grossesse, je me sens un peu très mal. Et vous prélevez la tension, vous vous rendez compte que la tension est haute. Par là, vous allez vous dire que c'est une hypertension surajoutée parce que chez cette femme-là, elle a déjà son hypertension avant même la grossesse. Donc la CPN, ce n'est pas seulement l'échographie et tout. Oui, l'échographie, oui, mais l'état général de la femme aussi. L'état général de la femme. Docteur Dédé Kinkela, vous avez quelque chose à compléter sur Merci ça? beaucoup. Je voudrais paraphraser docteur Marlise. Nous voulons dire que le CPN ont quelques objectifs. Premièrement, c'est pour diagnostiquer la grossesse si elle est au début. Ouais. Et deuxièmement, c'est pour suivre l'évolution de la grossesse. Donc c'est pendant le CPN qu'on peut déceler s'il y a des problèmes par rapport au fœtus ou par rapport à la maman. Et en dernier lieu, ça permet de diagnostiquer le pronostic de l'accouchement. Est-ce que cet accouchement va se passer par voie basse ou par voie haute? Est-ce qu'il y a une complication, quelque chose qui nécessite une attention particulière? Vous voyez? Mais quand une femme, déjà chez nous, l'accès au CPN, il est très faible. Il est très faible, excusez-moi. Donc, c'est ainsi que vous trouverez dans les statistiques, le taux de décès maternel est plus élevé chez les femmes qui n'ont jamais suivi ou qui n'ont suivi une seule fois les CPN. Donc, les femmes qui ont suivi régulièrement au moins 4 CPN, en tout cas là, nous avons à peine 1% de décès maternels. Vous voyez? Donc, alors, c'est parce que c'est grâce au CPN qu'on arrive à suivre l'évolution de la grossesse, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement. Et ça permet même de pronostiquer déjà même les suites de post-partum, c'est-à-dire après l'accouchement, prévenir déjà en avance ce qui pouvait arriver. Donc, une femme qu'on connaît, qu'on a déjà suivie, et ça peut arriver qu'elle décède, mais dans des cas vraiment extrêmes. Vous voyez. Donc la nécessité, et là je pose la question à Dr Noëlla Ngayala,
tout est au niveau donc de ces consultations Tout est au niveau prénatales. des consultations prénatales. L'accès au CPN. Et je pourrais ajouter que on ne s'arrête pas à la consultation prénatale tout simplement. Je me réfère à ce qu'a dit Dr Dédé Kinkela. Elle nous a dit qu'on parle des décès maternels, c'est aussi 42 jours après l'accouchement. Donc là, la CPN, c'est jusqu'à l'accouchement. Mais après l'accouchement, il y a la CPON. Donc on continue avec la femme jusqu'au 45e jour Non, après là, on ne l'accouchement. connaît pas, hein, on connaît la CPN. C'est ça. Mmh. Donc, on suit la femme pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et on continue avec la femme après l'accouchement, le 45 jours Voilà. après l'accouchement. Parce que s'il y a décès, on va mettre ces décès dans le compte de taux de décès maternel. Donc, nous continuons. Et après, comme il y a changement des termes et tout, on parle de la CPOM. Auditeurs, téléspectateurs, vous voyez, j'avais dit, on parle aujourd'hui de la santé reproductive. On a dit tout au début de cette émission, une femme ne devait pas mourir en donnant la vie. Donc, on est en train de voir, parce que là, j'ai des révélations. Ouais, je suis femme, bon, je l'avoue, je ne connaissais pas qu'il y avait ces bonnes Consultation postnatale. postnatale. Voilà. Bon, beaucoup de femmes, imaginez-vous, bon, j'essaie un peu écrire et lire, mais je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de femmes qui se trouvent dans pareil cas, en tout cas. Je reçois les dames de la FEMECO qui ont mené une enquête sur la santé reproductive dans 2 villes du Congo central, la ville de Boma et la ville de Matadi. Alors, je voulais qu'on mette un accent vraiment assez appuyé sur ces considérations religieuses qu'on retrouve et qui font en sorte que des femmes, là je reviens docteur Marlise, et puis vous pouvez vous compléter, on se dit, nos mamans, ils ne connaissaient pas ces peines. Hein. Voilà. Elles accouchaient très bien. Elles accouchaient jusqu'à 10 enfants. Hein. Okay. Elles ne sont pas mortes pour autant. Hein. On se dit, on revient un peu là-bas. Nous, là, on meurt, là, ces peines, certains y vont, mais qu'est-ce qui fait que on a des femmes qui n'ont pas accès à ces établissements hospitaliers qui ne connaissent pas les consultations prénatales, mais qui arrivent à bien avoir leurs enfants. Ils l'ont fait 10 enfants, 12 enfants. Qu'est-ce qui peut être à la base de cela? Merci beaucoup. Vous savez, il y a une phrase qui dit « l'ignorance tue ». Tout à l'heure, on a discuté avec le femme médecin, nous sommes dit en matière d'accouchement, il n'y a pas d'expert. Tu peux avoir 3, 5, 6 enfants par voie basse sans complications, mais le 6e enfant, le 7e enfant te complique. Vous avez parlé tout à l'heure de religion réfractrice, tout ça, mais ces religions aujourd'hui sont à la base des décès maternels. Je peux vous donner un exemple. Une femme qui convulse, par exemple, il se dit ce sont des sorciers. Vous voyez, c'est la tante qui n'a pas bouffé la dot, tout ça. Et il faut aller à l'église. Et puis le pasteur a dit, ça va aller, tout ça. Vous arrivez à l'église avec beaucoup de mystiques, beaucoup de cérémonies, entre guillemets, bizarres. Et à un moment donné, quand ça devient sérieux, grave, c'est en ce moment-là qu'on amène la femme à l'hôpital. Et c'est maintenant une urgence. Et quand vous allez maintenant, vous aurez maintenant à décider, comme a dit docteur Dédé précédemment, il a dit, il peut-tu avoir un retard de prendre des décisions pour élaborer une césarienne, par exemple, si c'est une urgence urgente. Vous voyez, ces églises disent que non, la césarienne, c'est pour le médecin, comme ils étudient beaucoup, ils n'aiment pas accoucher par voie basse, tout ça. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ils se disent, nous sommes des Mbikoudi, d'ailleurs, ta maman t'a fait avec beaucoup de facilité, toi tu vas suivre ce que les médecins te disent. Ça, c'est un problème de l'ignorance. Voilà pourquoi nous, femmes médecins, nous sommes allés dans toutes ces églises sensibiliser, réveiller la conscience de la femme, lui dire que toi, tu n'as pas le même organisme que ta maman. Si ta maman, à cette époque-là, a fait 15 enfants sans complications, mais ce n'est pas toi. On a oublié tout ce que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. Tous les aliments que nous sommes en train de prendre sont aussi à la base de beaucoup de complications. Toutes ces églises-là, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Vous tapez trop sur les églises. Vous tapez, on risque de croire que vous ne croyez pas au miracle. Même pas. Non, mais je voudrais paraphraser docteur Marlise.
vous avez dit tantôt que le problème des croyances des religions réfractrices au modernisme, c'est partout dans la RDC. Mais au Congo central, c'est une province où il y a une concentration très élevée de ces croyances-là, de ces petites églises-là. Donc, est-ce que ce sont les églises ou ce sont des phénomènes, des pesanteurs culturels? Oui, je parle plus des églises traditionnelles, pas des églises... je parle plus des églises traditionnelles. Je ne voudrais pas les citer ici. Alors, des églises traditionnelles où on ne croit pas au vaccin, on ne croit pas à la prise en charge moderne, donc au traitement moderne, on ne croit pas à ça. Et vous verrez une femme venir à l'hôpital déjà avec de la cendre appliquée sur le ventre, des tatouages et tout ça. Donc une femme qui vient pour accoucher, on lui donne déjà des potions à boire et tout ça pour accélérer les contractions. Or, on prend soit de l'eau de mer, de graines, de petits pois et tout ça, et puis soit des poudres, de la cendre qu'on applique, et ça accentue les contractions. Or, physiologiquement, les contractions sont naturelles et suivent un certain rythme. Madame, mais il y a le péridural. Oui, mais les femmes, là, elles ne parlent pas de... D'abord, accès aux petits soins, non pas... Tu vas proposer les péridurales. Mais parlons d'abord de ça. Alors, elles prennent ces potions-là, ça accentue les douleurs, ça ne suit pas la physiologie normale. Et du coup, une femme peut rupturer. Il y a des femmes qui rupturent. Moi, j'en ai vu pendant ma garde. J'ai reçu des femmes comme ça qui ont déjà rupturé à cause de ces histoires-là, qu'ils ont déjà prises et tout ça. Et une convulsion pendant la grossesse, ce que nous appelons l'éclampsie, c'est une urgence urgente. Mais on l'amène d'abord pendant 3-4 jours. Elle vient déjà en coma profond. Et parfois, c'est difficile de récupérer ce genre de femmes. Et parfois, c'est sur vous que ça retombe. Voilà, c'est ça. Quand ça n'aurait pas docteur. Là, on parle quand même de ces pesanteurs culturels. Tout à l'heure, juste une petite parenthèse. Une femme doit nécessairement avoir mal pour accoucher. Oui. C'est ça. Ouais. Donc, une femme doit avoir mal une pour douleur accoucher. normale, mais quand on veut écourter la durée, c'est-à-dire qu'il faut que quand tu vas traîner, on va dire qu'on va te faire la césarienne. Il faut déjà prendre pour que les travails s'actionnent. Dès que tu arrives, tu accouches. Or, ça ne suit pas. Peut-être que la femme a un gros bébé. Un gros bébé avec des fortes contractions, ça rupture. Donc, ou bien il peut avoir un bassin rétréci. Okay. On lui donne ça. Et puis, ou soit il peut avoir déjà un utérus cicatrisé, c'est-à-dire elle a déjà subi une césarienne ou deux. Mais quand vous prenez ça accentue les contractions et le cicatrice antérieure s'ouvre. Vous voyez? Docteur Noëlla, on dit ça, des douleurs, mais on se dit, on va parler de la césarienne, justement. C'est un peu votre gagne-pain tous les jours. Vous venez de parler, les gens ont peut-être compris. On est en train de dire les médecins, dès qu'une femme arrive, directement une césarienne. Dès qu'une femme arrive, et on sait que la césarienne, elle coûte cher dans notre pays, on parlera quand même de ça. C'est aussi un problème de médecins. Les gens, ils veulent que leur femme accouche par voie basse. Quand on arrive chez le médecin, par voie basse, ça coûte moins cher que par césarienne. Merci encore pour la parole. Je pense que je dois revenir sur ce que le docteur Dédé a dit. C'est pourquoi nous insistons sur la consultation prénatale. Parce que si une femme respecte ses rendez-vous, si elle respecte son calendrier, le pronostic, comme a dit Dr Dédé, le pronostic sera déjà dit. Donc, pendant la consultation prénatale, on vous dira déjà, madame, vous allez accoucher normalement par voie basse. Mais sauf que avec le médecin, ça arrive maintenant chez toutes les femmes enceintes. Hein, à moins qu'il y ait un il faut que le mari s'impose ou il faut que la femme se dise non, mais moi je veux. On va aussi vous prévenir que madame, vous allez accoucher par césarienne. On prévient. Donc le problème, tout est centré sur la consultation prénatale. Si vous suivez ça, vous aurez votre pronostic d'accouchement et vous allez vous préparer en conséquence. S'il vous plaît, madame Odia. Oui, docteur Dédé. Il arrive aussi que pendant l'accouchement, une femme qui a bien suivi ses peines
en tout cas, tout était clair qu'elle devait accoucher par voie basse. Mais pendant l'accouchement, il y a une complication se présente. Là, en urgence, on la prend, on doit indiquer une césarienne. Si, bon, je ne sais pas pour les uns, mais pour nous autres, si c'était pour de l'argent qu'on faisait des césariennes, il n'y aurait pas de femmes qui feraient plus de 6 mois dans nos institutions par manque de moyens pour sortir de l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que l'hôpital sauve d'abord. Nous sortons les kits opératoires. Nous sauvons d'abord parce que la femme est en danger. Il n'y a pas de famille, on ne voit personne et elle est prête à mourir. Mais et pourtant, c'est l'une des causes quand même de décès, parce que vous aviez dit ça, c'est-à-dire une prise en charge en retard, parce qu'il y a des médecins qui demandent d'abord de l'argent avant de toucher une femme, docteur Marie-Lise. Donc, il y a ce problème-là, ce côté-là des médecins marchands, médecins business. Non, je voudrais dire ceci, c'est-à-dire que ça dépend des institutions. C'est-à-dire qu'on doit disposer des kits opératoires pour ces genres de femmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous arrivez dans une institution, il n'y a personne, elle est seule. Il faut une césarienne. L'hôpital dit qu'il faut qu'elle achète le fil et tous les kits opératoires. La femme dit qu'elle n'a pas l'argent. Il y a de ceux-là qui disent que nous aussi, on n'a rien. Vous comprenez? Mais il y a de ces structures, comme chez nous par exemple. L'hôpital, malgré notre pharmacie fait souvent faillite suite à ces genres de cas. C'est-à-dire, vous donnez d'abord. Vous utilisez d'abord vos médicaments pour sauver la femme en attendant après que la famille vienne régulariser. Mais il y en a qui fuient l'hôpital. Docteur Marie-Lise, c'est vraiment... Il y en a qui fuient l'hôpital. La césarienne, c'est l'une des causes. Ça coûte cher en RDC, il faut qu'on se le dise. Mais et pourtant, c'est une méthode qui est de plus en plus appliquée. Ici. On fait comment là? Au fait... certaines personnes pensent que quand sa femme accouche par césarienne, c'est une mystique de médecin, ce sont des manigances et tout. Les consorts viennent. C'est surtout beaucoup d'argent qui sort. Bon, on va en rêver. Le consort on dit ici que pendant les CPN, il peut y avoir une femme qui a bien suivi son calendrier. Il est arrivé à la fin et pendant l'accouchement, on remarque qu'il y a une dystocie et tout. Voilà, vous serez obligé de faire une césarienne. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va se dire? Peut-être qu'il ne comprend pas les dangers qu'elle est en train de courir en ce moment-là. Quand vous allez maintenant intéresser son mari, non, papa, vous voyez, on va faire la césarienne à votre femme, il va se dire, moi, si nanga l'a dit, ma consultation, tina souka, beaucoup na souka, bozo, lunga, bolianga, mbongo. Non, nous voyons aussi des choses. Ce n'est pas que nous sommes en train d'inventer des césariennes pour bénéficier de l'argent. Non. Il nous arrive aussi de constater que cette femme, quelles que soient toutes les manœuvres que vous allez utiliser ici, il ne va pas accoucher par voie basse. Il faut une césarienne. Voilà. On va parler quand même très rapidement on va parler des recommandations. Qu'est-ce que vous prévoyez? On va très bientôt terminer, mais par rapport à la césarienne, docteur Noëlla Ngayala, ça doit devenir carrément gratuit. Certains pays... Normalement, qu'est-ce qu'il faut? Dans la normale, les césariennes doivent devenir gratuites. Parce que, étant que médecin, la césarienne n'est autre qu'une forme d'accouchement. On a l'accouchement par voie basse. Mais pourquoi ça n'est pas encore dans votre enquête là? Pourquoi c'est pas encore gratuit dans notre pays? C'est le pays. Ça, c'est le pays, c'est le politique. Donc, c'est ça aussi parmi nos recommandations. S'il y a possibilité au niveau du province, au niveau national, au niveau du province, qu'on commence d'abord à gratuiter de consultation prénatale et l'accouchement dystocique. Voilà, il n'y a pas que l'enseignement qui doit être gratuit dans ce pays. Hein. Ouais. Il n'y a pas, Madame Marie-Lise, parce que là, la maman ne doit pas, et on le répète, une femme ne peut pas perdre la vie en donnant la vie. Ouais. Donc, autant l'enseignement est gratuit, certains, l'enseignement primaire de base est gratuit. Autant, là, je pourrais ajouter surtout que cette femme donne vie à un député, elle donne vie au président, elle donne vie aux parlementaires, aux sénateurs, aux journalistes, aux médecins. Donc, cette femme doit garder sa vie à donner vie à une grande personnalité. Oui, docteur Marie. Une recommandation? Oui. Bon, 2 ou 3 par rapport à l'enquête. Oui. Nous demandons au gouvernement provincial d'élargir les budgets
du point de vue santé, afin d'essayer d'envoyer les femmes en spécialisation. Parce que dans toute la province du Congo central, nous n'avons qu'un seul spécialiste. Non, gynécologue. Non. Oui. Non. Oui. Non. Avec ces taux élevés Sur combien de femmes? Non. Non. Non, ce médecin, c'est un homme. Il n'y a aucune femme médecin spécialiste en gynécologie au Congo central. Certes, il y a une. Et le seul médecin là consulte combien de femmes comme c'est ça? ça En fait, le problème. je dis, C'est tout le ça. monde n'est pas C'est ça. Voilà pourquoi nous voulons à ce que le gouvernement élargisse un peu son budget sur le point en matière de la santé pour aider un peu cette femme de la province du Congo central d'aller plus loin. On reste d'abord aussi. Les gynécologues, c'est pas ceux qui manquent à Kinshasa. Ouais. Et comment on se retrouve avec un seul gynécologue pour toute la province du Congo central? Mais- C'est quoi la politique au niveau de la santé? C'est le ministère de la Santé. Au Qu'est-ce fait, qui fait ça? Au fait, le problème est que tous les spécialistes sont centrés ici à Kinshasa. Ça paye bien ici. Bon, Oui. ça, je sais pas, je pense. Ça paye À bien. l'époque, il y avait une prime de brousse qu'on octroyait à tout médecin voulant travailler dans les fins fonds de la province et tout. Depuis un certain temps, comme il n'y a plus cette prime-là, il y a eu découragement. Un médecin qui est bien ici à Kinshasa, vous lui demandez d'aller travailler vers les Kimvu, là, un peu très loin, à Manianga, là-bas, sans prime de brousse. Vous croyez qu'il va accepter? Voilà pourquoi nous avons demandé, nous-mêmes, de la province, nous puissions étudier, devenir des spécialistes, pas seulement en gynéco et tout, on peut diversifier nos domaines, mais seulement nous étudions. Vous voyez, quand nous allons étudier par rapport aux frais de la province, nous serons redevables. Nous allons rentrer, nous allons travailler dans notre province pour essayer un peu la population là qui souffre. Aussi une autre chose, les renforcements des capacités des prestataires de soins. Vous arrivez dans un centre où il y a un infirmier ou une infirmière qui n'est pas rodée. Vous vous présentez avec une femme qui convulse. Il dit, n'a pas ça diazépam. Voilà un peu. Tout ça, il faut qu'il y ait un recyclage, un renforcement des capacités de personnel ou sinon des prestataires de soins en ce qui concerne la santé des reproductions. Docteur Dédé Kinkela, d'autres recommandations par Oui, rapport à je sais que dans le cadre de la mise en place de la couverture sanitaire universelle, j'ai déjà... Cher au chef de l'État. Ouais. C'est une priorité de Déjà ce une quinquennat. disposition qui a été adoptée depuis 2018 par les gouvernements pour un accès aux soins universels de la population congolaise. Alors, nous prenons, nous accompagnons, nous voulons bien accompagner, c'est ce que nous faisons déjà, accompagner les chefs de l'État dans la mise en œuvre de cette politique, soit de cette couverture. Nous voulons que même les populations les plus démunies puissent accéder aux soins. Malheureusement, dans ce que prône notre gouvernement, on pense mutualiser les soins. C'est-à-dire couvrir ces soins grâce à des mutualisations, des assurances santé. Ouais. Malheureusement, Ça va pas marcher? c'est pas tout le monde qui a de quoi payer pour soit un $10. Parce que qui dit assurance aujourd'hui, on dit une contribution. Une contribution, quote-part, voilà. Nous faisons face à des populations qui, certaines n'ont pas assez de moyens. C'est pourquoi nous allons vers elles avec quelques médicaments. Nous les essayons de les soigner, de les consulter gratuitement et nous leur donnons les médicaments. Et cette population-là, qui ne peut pas accéder aux soins, c'est pour elle que nous plaidons. Donc, nous plaidons pour que le CEPEN et les accouchements dystociques soient gratuits. En termes simples, accouchement dystocique. Accouchement difficile, difficile, soit pris voilà. en charge, comme tous d'autres sur quelques pays qui nous environnent ici. La CEPEN, déjà, quand vous êtes enceinte, on vient frapper. Là, vous parlez Congo-Brazza Par Angola, exemple. Rwanda. Ouais. Ouais, on vient vous suivre pour vous appeler, pour vous dire qu'il faut aller à la pour CEPEN. vous rappeler votre rendez-vous. Et une femme ne peut pas accoucher n'importe où. Même si vous suivez des CEPEN dans les centres périphériques, mais pour l'accouchement, on vous envoie dans un grand hôpital où il y a tout.
Et il y a des personnels qualifiés qui peuvent vous prendre en charge. Mais ici, on accouche partout. Même on dans sa opère chambre. partout. Même dans une chambre. On opère sur la table. Donc, vraiment, voilà. On prend le risque même d'opérer là où il n'y a même pas une banque de sang. C'est ça aussi une autre recommandation. On voit qu'il y a oui, beaucoup je à pense faire. que mes consoeurs ont plus parlé de la consultation prénatale. Moi, j'aimerais aborder du point de vue cancer de sein et du col. Si notre gouvernement provincial pouvait élargir le laboratoire, que l'examen du dépistage de cancer de sein. Il y en a déjà là-bas. Non. Déjà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ils peuvent peuvent penser à ça, que ça devienne un examen de routine pour toute femme qui vient se faire consulter en gynéco. S'ils peuvent chercher, faire des plaidoyers pour avoir de kits, ne fût-ce que de kits, parce que nous, là, la FEMOCO a été formée aussi, bien que généraliste, mais s'il y a de matériel, on peut faire devenir cet examen comme un examen de routine, comme un examen de palu devant toute femme. Et ça pourrait nous aider à faire une détection tôt et à une bonne prise en charge tôt. Et là, il y aura baisse de taux de létalité au niveau du Congo central. Qu'est-ce qui fait qu'une femme pour accoucher en République démocratique du Congo se rapproche plus de la mort que de la vie? On a essayé de parler tout au long de cette émission de ce côté, la santé reproductive de la femme, elle qui donne la vie, mais qui en laisse souvent, et beaucoup plus souvent ici en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous sommes avec 3 docteurs, 3 femmes de l'association de la FEMECO, Association des femmes médecins du Congo, /Congo central. On va très bientôt terminer, mesdames, avec vous. Cette enquête, vous l'avez menée grâce à une implication, grâce à l'apport d'Ossissa. Très rapidement, Maître Dédé Kinkela, parlez-nous un peu rapidement de la rencontre avec cette structure et quel a été son apport. Oui, nous saluons Ossissa. C'est cette organisation internationale qui a sa succursale ici au Congo, ici en Congo-Kinshasa, qui lors de sa visite au Congo central, nous a repérés, faisant nos activités de sensibilisation auprès de populations démunies, s'est intéressé à notre question et nous a boosté pour mener le débat plus loin, à atteindre même les autorités provinciales. Donc, grâce à aussi ça, nous avons reçu un appui institutionnel pour notre association. Nous avons acquis un bureau que aussi ça a pris en charge pendant plus de 2 ans. Il a équipé notre bureau, nous a donné tout le matériel informatique, équipement de bureau et a pris en charge l'exécutif du projet et a appuyé nos sensibilisations à la radio et des tribunes populaires que nous avons réalisées dans la ville. Et grâce à aussi ça, nous avons été formés dans l'élaboration de projets, comment faire des plaidoyers. Et nous avons, en réalisant le déjeuner de travail, nous avons pu atteindre l'exécutif provincial. Nous avons présenté notre plaidoyer sur le décès maternel et ce qui a été mordu par les autorités provinciales, donc et les députés. Donc déjà, s'il n'y avait pas cette perturbation politique au niveau de la province, notre plaidoyer serait déjà adopté comme édit provincial pour la prise en charge de femmes, la prise en charge gratuite de ces peines au niveau de la province. Donc nous luttons vraiment sur ça. Nous croyons que ce dossier qui est déjà sur la table des députés provinciaux va aboutir, va vraiment accoucher d'une bonne solution pour la province et pourquoi pas pour toute la nation. Je pense que si à la province on arrivait à adopter cet édit, les autres provinces, nous allons servir de référence pour les autres provinces de notre pays. Donc une grande responsabilité des politiques. Il faut dire quand il y a l'instabilité,
il y a des gens derrière qui meurent, au fait, parce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous devez statuer. Ça ne se fait pas pendant ce temps. C'est une femme qui meurt parce qu'elle veut donner la vie, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle a accouché 45 jours après, il n'y avait pas de suivi. Donc les politiques, les morts, c'est pas seulement par balle aussi. Un certain, c'est pas mort par balle, parce que les morts aussi, vous risquez d'avoir sur votre conscience les morts de ces femmes-là que vous ne prenez pas en compte, parce que vous entretenez aussi quand même ces instabilités au niveau des institutions, et ça ne permet pas assez qu'on puisse prendre à bras les corps justement des problèmes qui touchent, parce que ça touche la population. Okay. Ça touche vraiment au cœur de la... On va terminer votre mot de la fin, madame. Je remercie aussi ça. Vraiment, un grand merci, parce qu'avec aussi ça, nous sommes visibles provincialement, nationalement et mondialement. Donc aussi, ça a permis la visibilité de la FEMOCO dans le monde. Merci. À tout seigneur, tout honneur à la présidente. C'est à vous que revient le mot de la fin. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissantes à Ossissa. Nous lui disons un grand merci parce qu'il nous a aidé à nous exprimer, à aller très loin, plus loin par rapport à notre projet. Et aussi, nous voulons dire à la population que nous avons un défi que nous devons relever. C'est celui de promouvoir un accès aux services de soins de santé primaires de bonne qualité à toute la population, sans discrimination de race. Voilà, merci beaucoup. Et aussi avoir 0 décès pour un accouchement. C'est possible? Oui, c'est possible. Ailleurs, c'est même pas possible. Non, il y a des décès qui sont évitables. Mais quand déjà la prise en charge elle est meilleure et que les consultations gratuites sont bien suivies, pourquoi il y aura pas 0 décès? Merci, mesdames. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous avons reçu Dr Marlise Lulendo, Dr Noela Ngayala, Dr Dédé Kinkela, toutes 3 médecins, oui, mais également membres de l'Association des femmes médecins œuvrant au Congo central. On a parlé de la santé reproductive, on a rappelé le fait que une femme ne devait pas mourir en donnant la vie. Et merci à vous, mesdames. Merci aux auditeurs et téléspectateurs de Top Congo, vous qui nous avez suivis. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. Comme je vous ai toujours dit, ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. Et que chaque week-end, ici sur Top Congo, c'est les femmes qui prennent un peu le relais. Et après, ce soir, retrouvez Top 7 avec Myriam Bokecho. Cette émission, c'est la rediffusion. C'est déjà ce dimanche, 20h. Moi, je vous dis à très très bientôt. Je crois que c'est l'avant-dernière émission de cette première saison de votre émission Le Débat au féminin. En tout cas, la dernière, je crois que ce sera déjà pour samedi prochain. Et après, ça sera peut-être les vacances. Peut-être. Qui sait, on peut nous dire il faut continuer jusqu'à la fin. Mais là, factuellement, c'est l'avant-dernière émission. La toute dernière, c'est déjà le prochain numéro. On se dit au revoir. À très très bientôt. Qu'est-ce qui fait qu'accoucher pour une femme en République démocratique du Congo le rapproche plus de la mort que de la vie? Comment expliquer par exemple qu'il n'y ait qu'un seul gynécologue pour tout le Congo central? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Dr Marlise Lulendo, Dr Noela Ngayala et Dr Dédé Kinkela, membres de l'Association des femmes médecins du Congo. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.